de l'actualité, dans un contexte marqué par la recrudescence des cybermenaces, deux nouveaux ouvrages sur les investigations criminelles à l'ère de l'intelligence artificielle viennent d'être lancés. Des ouvrages qui vont sans nul doute renforcer les capacités des acteurs judiciaires et du monde académique. Tombouctou, fin de préparation opérationnelle du GTA chez Boune. Une cérémonie solennelle marque la remise de l'étendard et des insignes et c'était en présence de la haute hiérarchie militaire des gouverneurs de Tombouctou et Taoudéni. Kidal, rétrospective sur la situation sécuritaire marquée par une vive condamnation des actes des groupes armés terroristes et leurs alliés. Les personnes ressources de la localité dénoncent avec la dernière rigueur ces agissements et appellent à la stabilité dans la région. Gao, abondance de poissons sur le marché cette année avec une large disponibilité de variétés à des prix jugés abordables par les consommateurs allant de 200 à 15 000 francs CFA selon la taille. Cette situation améliore le panier de la ménagère malgré les difficultés de conservation signalées par les vendeurs. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Heureuse de vous retrouver pour ce journal de 20h, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité nationale et dans les autres pays de l'AES. Bienvenue à tous. Tout d'abord, à ce communiqué, le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diaw, informe les membres du CNT que la session ordinaire d'avril de l'année 2026 débutera le lundi 13 avril 2026. La cérémonie solennelle d'ouverture de la dite session aura lieu le même jour à partir de 16h dans la salle d'Ili Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB, mise en place terminée à 15h30. Cet événement sera retransmis en direct et en intégralité sur les antennes de l'ORTM, de la radio du Parlement, la 89.4 FM et les réseaux officiels du CNT. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous et la séance est publique. Deux nouveaux ouvrages consacrés aux investigations criminelles à l'ère de l'intelligence artificielle ont été officiellement lancés ce samedi. Des œuvres collectives signées Aluseni Diawara, enseignant-chercheur, le professeur Sogoba Jacqueline Konaté, ingénieur en informatique, et Boya Dombele, magistrat et conseiller spécial du président de la transition. Complémentaires, ces publications proposent des mécanismes innovants pour faire face aux cyberattaques. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre en charge de la justice. Un reportage de Tiemogo Konaté. Investigation criminelle. L'enquête criminelle face au dark web et l'intelligence artificielle. Investigation criminelle. Numérique du bien, numérique du mal criminel, études et enquêtes. Deux ouvrages scientifiques faisant respectivement 283 et 298 pages désormais disponibles dans les librairies. Il s'agit des ouvrages complémentaires qui traitent de façon approfondie les investigations judiciaires en matière de cybercriminalité. Ils ont pour co-auteur Alfousseni Diawara, ancien chercheur, professeur Sogoba Jacqueline Konaté, ingénieur en informatique, et Boya Damele, magistrat, conseiller spécial du président de la transition. La motivation, c'est de produire ces deux ouvrages pour un peu toucher à tous les aspects qui sont problématiques dans notre monde actuel, avec les avancées technologiques. On n'a pas la prétention, à travers ces ouvrages-là, d'avoir épuisé tout le sujet, mais c'est de susciter la curiosité des uns et des autres et susciter leur engouement pour ces nouvelles technologies-là, pour pouvoir les utiliser à bon escient. On peut éviter les pièges et puis protéger les infrastructures, surtout de l'État. À travers les cyberattaques, on sait que de plus en plus il y a des cyberattaques sur les finances de l'État et consorts, sur les documents officiels. Ces œuvres collectives constituent des productions scientifiques pouvant servir d'outils de référence pour les praticiens du droit, le monde universitaire et toute autre personne voulant éviter d'éventuelles cyberattaques. Partout où les gens se retrouvent, organisent des activités, font des trucs, le droit doit être là aussi pour empêcher qu'on se marche les uns sur les autres. Et comment on peut accompagner les praticiens à bien conceptualiser le droit avec ces nouvelles technologies, comment cerner les infractions du domaine, apporter des preuves et comment les traiter. C'est ça la préoccupation qui a prévalu à l'élaboration de ces documents. Vous pouvez voir à travers le pôle national de lutte contre la cybercriminalité où au-delà des personnes qui font des actes de diffamation, il y a des gens qui utilisent des faux profils pour attaquer des gens,
pour soustraire de l'argent dans les comptes des gens, pour attaquer des plateformes numériques, pour attaquer des systèmes informatiques, souvent même pour bloquer toute une plateforme aéroportière qui a empêché tout déplacement là-dessus. Outre la facilitation des missions dévolues aux praticiens du droit, ces ouvrages se présentent comme un appel à une utilisation judicieuse de l'intelligence artificielle. Cela eu égard aux multiples dérives quotidiennement perpétrées par des individus mal intentionnés. Actualité régionale, la première escale Tombouctou, le groupement tactique interarmes JTIA Cheboun a achevé sa préparation opérationnelle avant son déploiement. La cérémonie de remise d'étendards et d'insignes s'est tenue en présence de la hiérarchie militaire, des gouverneurs de Tombouctou et Taoudéni, ainsi que de la famille du parrain. Reportage à Idrissa Goulou Sissoko depuis Tombouctou. Au terme de 45 jours de formation intense, les hommes du groupement tactique interarmes GTA dénommé Cheboun Agfundugumu sont désormais prêts à défendre le territoire national. Après donc leur préparation opérationnelle avant déploiement, ils ont reçu l'étendard et les insignes de leur unité au cours d'une cérémonie pleine de solennité. La vision de notre plus haute autorité militaire, elle est claire, nette et reste inchangée. La remise de l'étendard est tout d'abord symbolique et significative. C'est l'assignation de nos missions dans notre secteur qui est d'éradiquer la menace terroriste afin de permettre à nos populations de vaquer librement à leurs occupations. Les éléments sont mieux entraînés, aguerris, déterminés et professionnels. Également, les moyens sont conformes. Maintenant, la balle reste dans notre camp pour relever le défi. Grâce aux efforts de la hiérarchie militaire, ces unités sont dotées de matériel et conditions indispensables à la réussite de leur mission. Cette cérémonie de fin de formation m'offre l'agréable opportunité de saluer les efforts du haut commandement dans l'équipement du personnel militaire de la région. Cela témoigne à suffisance de l'engagement des autorités à doter les FAMA des structures et équipements à la hauteur de notre rayonnement. La cérémonie de cet après-midi revêt un caractère particulièrement historique. Pour une fois de plus, la région de Tombouctou célèbre l'un de ses dignes fils, un patriote, un guerrier exemplaire à qui la hiérarchie militaire a donné le nom du nouveau JTIA. J'ai nommé Cheboun Agfundugumu, combattant hors pair. Il infligea aux colonisateurs sa plus lourde défaite. Lors de la campagne sur les berges du Niger, c'était un 14 janvier 1894, lors de la bataille de Takubaou. La famille du guerrier Cheboun et les autorités administratives se réjouissent de cette marque de reconnaissance des autorités nationales à l'égard de ce grand homme qui a défendu les terres de ses ancêtres au cours des batailles de Takubaou, Bintagungu, d'Acharan, Niafunke, Léré et de Gourmara-Roussa. Décision de baptiser la promotion de l'armée nationale au nom de notre père, Cheboun Agfundugumu, que vous témoignez d'une marque de confiance qui va des droits au cœur. Porter le nom de Cheboun Agfundugumu n'est pas une simple formalité. C'est le porte d'un héritage d'un homme ayant les qualités suivantes: courageux, rigoureux, discipliné, intègre et loyal. J'invite les hommes qui constituent ce JTA de faire en sorte que les savoir-faire dont ils ont bénéficié ici, ces savoir-faire doivent les permettre d'affronter les défis du terrain, dompter les défis du terrain pour encore renforcer de manière générale les dispositifs régionaux de sécurité qui est dans la région de Tombouctou. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la hiérarchie militaire, pour remercier les commandants du secteur 3 de l'opération Doukoloko pour avoir donné le nom de Cheboun à ces JTIA. C'est un acte hautement symbolique. C'est un acte qui a été hautement apprécié par l'ensemble de la population de la région de Tombouctou. Dans les jours à venir, le JTIA Cheboun sera opérationnel pour assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens sur le territoire de la région et traquer les groupes armés terroristes. Également dans ce 20h, retour sur la situation sécuritaire à Kidal. Les personnes ressources condamnent avec fermeté les actes posés par les groupes armés terroristes et leurs alliés dans la 8e région. Un reportage signé Sidi El-Midi, Agal Baka et Sungalo Doumbia pour ORTM 1. Les bergers qui conduisent les troupeaux au puits ou au pâturage
sont torturés et bastonnés. On ne peut pas le comprendre. Ce qui se passe dans la région de Kidal, on ne peut vraiment pas le comprendre. On peut tout simplement l'attribuer des extrêmement criminels à tel point qu'ils ne sont pas sensibles à la douleur des autres. Ce témoignage, pas les moindres, sont signés par le professeur de classe exceptionnelle Erles Agfoni, premier gouverneur de la région de Kidal, l'honorable Wado Sanak Simtala, premier député du cercle de Kidal, le chef de fraction Oufena Gaberem et Sidarmar Ag Akassa, président du conseil de cercle d'Abeybara. Tous Touaregs, tous de Kidal, désavouent les atrocités infligées aux populations civiles par les groupes armés terroristes autour de Kidal. Calvaire ou l'enfer que vivent actuellement les ménages nomades dans les oueds autour de la ville de Kidal. Mobilisés par des forces du mal, des jeunes originaires de la région se livrent à des actions immorales, impitoyables et cruelles contre les familles nomades encore présentes sur leurs aires habituelles de nomadisation. Lesquelles actions sont les poses des mines sur les voies de passage pour la ville ou les points d'eau, des personnes et des animaux ou des véhicules qui font quotidiennement des victimes. La mise en demeure des ménages trouvés de quitter immédiatement l'endroit où ils sont campés pour aller vers des contrées très lointaines de la ville de Kidal. On brûle son moyen de transport, moto, berberetta, ou sa case, n'en déplaise aux femmes, aux enfants, aux vieillards. Comprendre que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est inadmissible, c'est inhumain. Il faut qu'on fasse tout notre possible pour que tous ceux qui sont responsables de ces actes-là soient informés et qu'il leur soit demandé d'arrêter. Quand on s'attaque aux femmes, quand on s'attaque aux enfants, c'est la catastrophe. Quant à la propagande de mouvements armés terroristes, nos interlocuteurs sont clairs. Le Mali est et demeure un et indivisible. L'idée de créer un État dans l'État du Mali, je pense que ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas la bonne voie. C'est quelque chose qui nous éloigne de la solution à nos problèmes. Il y a ce qui est possible, il y a ce qui est impossible. Ce qui peut être fait, c'est de travailler main dans la main pour construire la nation malienne. L'impossible, c'est d'imaginer la division du Mali. C'est vraiment un rêve inachevé. Le Mali a changé car les autorités de la transition ne font pas semblant de gérer le pays. La comédie est finie. Il faut prendre conscience qu'il n'y a qu'un seul Mali et donnons la chance à la paix car elle n'a pas de prix. Les autorités de la transition réaffirment leur volonté de restaurer la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire. Des opérations militaires ont été menées avec succès. Le Mali d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. La vision du général d'armée Assimi Goïta redonne à notre pays sa place dans le concert des grandes nations. Pensons qu'il est urgent et impérieux que tous s'impliquent en urgence pour éteindre ce feu. Autorités locales et nationales, forces de sécurité, personnes et ressources, population et tous les patriotes qui se soucient de ce pays
où qu'ils se trouvent. Les autorités de la transition répondent aux attentes des populations locales dans un contexte régional marqué par l'instabilité, le banditisme et le terrorisme dans cette partie de notre territoire national qui, depuis le 14 novembre 2023, respire le Mali à travers le vert, l'or et le rouge. À Gao, le marché actuellement marqué par une forte abondance de poissons de tout genre, je le disais en titre, une situation qui soulage les ménages grâce à des prix accessibles allant de 200 à 15 000 francs CFA selon la taille du poisson. Cependant, les vendeurs déplorent le manque de moyens de conservation. Un dossier de Adizatou Mohamed Maïga. Actuellement, le marché de Gao est bien approvisionné en poissons. Sur place, on trouve plusieurs types de poissons comme le capitaine, la carpe, le poisson-chat, pour ne citer que ceci. Cette abondance a considérablement baissé le coût du poisson sur le marché de Gao. Des gros poissons vendus autrefois de 30 000 à 40 000 francs CFA sont cédés aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 francs CFA. Je vends mes poissons de 200 francs jusqu'à 1000 francs CFA pour les petits poissons. Les gros sont cédés de 2500 à 5000 francs CFA. Ça dépend des moyens de tout un chacun. Les clients viennent, je n'ai pas de difficultés dans mon activité, Dieu merci. Actuellement, le poisson est sur le marché en grande quantité. Nous avons des difficultés avec la conservation et les clients se font rares. J'ai des gros poissons. Avant, je peux le vendre de 40 000 à 50 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, avec l'abondance du poisson sur le marché, je le vends même à 15 000 ou à 17 500 francs CFA. Nous sommes au bord du fleuve, plus précisément au quartier Guidara. Ici, les clients et les revendeurs de poissons attendent impatiemment l'arrivée des pêcheurs. Pour eux, le choix de se lier n'est pas fortuit. Je suis venu chercher du poisson. C'est moins cher plus que le marché. Sincèrement parlé. Pour du poisson très propre, il n'y a pas de la glace là-dedans. 5 000 francs. J'ai eu un gros poisson à 5 000 francs CFA avec mon pêcheur. Ici, le poisson est peu cher et on trouve du frais. La région de Gao fait partie des zones de pêche par excellence au Mali. Une pratique culturelle qui occupe une place de choix dans nos activités quotidiennes. Nous disons Dieu merci. L'abondance du poisson cette année est due à la montée des eaux du fleuve depuis la fête de Ramadan. On trouve beaucoup de poissons. Chez moi, je traite les clients au même pied d'égalité, quels que soient leurs moyens, car je n'aime pas la cherté. Parfois, je peux passer la journée sans rien gagner, mais des fois, je peux gagner jusqu'à 50 000 francs CFA par jour. Je suis venu chercher du poisson, Dieu merci, j'en ai eu. Actuellement, les prix sont abordables. Tous ces poissons m'ont coûté 11 000 francs seulement. En tout cas, avec ces gros poissons, même si les pêcheurs et les revendeurs se frottent bien les mains, les clients aussi profitent bien de la situation et ce ne sont pas les assiettes qui diront le contraire. Tout à fait, Adizatou. Et dans le centre du Mali, l'insécurité a contraint de nombreuses familles à fuir leur localité. À Bandiagara, des enfants déplacés poursuivent leur scolarité malgré les difficultés. À travers le regard de la jeune Alimatou Silla, ce reportage met en lumière l'école comme symbole d'espoir et d'avenir. Agibou Koulibaly et Mohamed Koulibaly. Le soleil se lève doucement sur le camp des personnes déplacées internes de Bandiagara. Entre les abris alignés, les enfants se préparent pour l'école. Cahier sous le bras, Alimatou Silla quitte la tente familiale pour rejoindre sa classe. Pour elle, l'école n'est pas une simple routine. L'école est très importante pour moi. Même si nous avons quitté notre village, venir ici me permet d'apprendre à lire et à écrire. C'est grâce à l'école que je peux espérer un avenir meilleur. Quelques minutes plus tard, la classe commence. Sous un hangar improvisé, le maître écrit les premières leçons du jour au tableau pendant que les élèves répètent en chœur. Nous sommes là dans le cadre de l'éducation des populations déplacées pour les raisons d'insécurité sur le site
des enfants déscolarisés ou non scolarisés qui ont l'âge au moins de 8 ans aller jusqu'à à peu près à 12-13 ans. On essaie de récupérer vraiment pour qu'ils puissent être reversés dans les écoles classiques. La sauvegarde de l'enfant est très importante. Donc, je suis très contente, au moins de former ces enfants. Donc tout enfant a droit d'aller à l'école. Pour les parents, voir leurs enfants continuer l'école malgré le déplacement forcé est une source d'espoir. Il est venu par contrainte ici dans le site des déplacés pour problème d'insécurité. Donc maintenant quand il est venu, Dieu faisant les choses, il a eu la chance d'inscrire dans le centre SSAP de Cheve Children. Donc il veut que sa fille continue à étudier. C'est une chance qu'il l'a offerte. Donc il ne veut pas le manquer. Il souhaite que la fille continue l'école, devienne un jour une grande personnalité. Sur le site des déplacés, il y a beaucoup d'enfants en situation difficile. Nous, de façon générale, on ne fait pas de distinction entre les enfants, surtout des enfants en situation difficile. Il ne faut pas que les parents mettent dans leur tête qu'ils sont dans les situations difficiles. Donc, ils doivent interrompre les études de ces enfants. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Après l'annonce de la fin de la leçon, certains rient, d'autres discutent. Alimatou Sila, elle garde les yeux tournés vers l'avenir. Une fois arrivée, elle a pu poursuivre ses études et réaliser son rêve de devenir enseignante. Elle souhaite ainsi venir en aide au moins aux personnes, en particulier aux femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. À Badiangara, ces 3 classes ne sont pas de simples lieux d'apprentissage. Elles sont un rempart contre l'oubli et une passerelle vers l'avenir pour des enfants que la crise aurait pu priver de leurs rêves. À travers le parcours d'Alimatou Sila, une conviction s'impose. Même dans les contextes les plus difficiles, l'éducation reste l'un des droits les plus précieux de l'enfant et la clé d'un avenir meilleur. Dans l'espace AES au Burkina Faso, le ministre de la Construction de la Patrie a effectué une visite à Kaya pour constater l'état d'avancement des travaux d'assainissement et d'infrastructures routières dans le cadre du projet de mobilité et de développement urbain. Les travaux sont exécutés à 70% pour un délai consommé de 80%. Le ministre insiste sur le respect strict des échéances fixées à fin juin 2026. Reportage à Suleiman Sawadogo. Kaya, en plein chantier, reçoit ce jour la visite du ministre de la Construction de la Patrie. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires, notamment Bobo-Dioulasso, Wayouguia et Kaya. Il vise à doter la cité de Kui d'un réseau de drainage des eaux pluviales en vue de réduire les inondations et à améliorer les voiries connexes. Et ici à Kaya, il y aura de la voirie en terre, route en terre moderne, mais également une bonne partie de ces voiries-là sera bitumée par la suite. Et il y a aussi des équipements qui sont prévus, notamment des écoles et des marchés. Et je signale que les écoles, suivant les plans types que nous avons adoptés, seront des écoles à niveau, donc à étage, et dans notre politique de densification, de rationalisation de l'occupation du foncier. Et la mairie également de la ville sera également reconstruite à niveau. Il y a des marchés qui sont prévus et il y a des aires de stationnement aussi qui sont prévues. C'est un projet financé par l'État burkinabé avec l'appui de la Banque mondiale. 2 entreprises sont chargées d'exécuter les travaux. Le taux d'exécution physique est de 70% pour un délai consommé de 80%. Il nous a aussi été donné de constater un certain nombre de difficultés qui sont inhérentes à la mise en œuvre de ces chantiers, surtout en milieu urbain. Donc la question de libération des emprises avec la présence des réseaux divers
d'adduction en eau potable et d'électricité, mais aussi de télécommunications. Donc les échanges sont en cours pour pouvoir en tout cas libérer totalement les emprises pour pouvoir avancer dans la mise en œuvre des travaux. Le délai de rigueur est fixé pour la fin du mois de juin et les entreprises entendent respecter ce délai. Ce fut l'occasion pour le ministre de la Construction de la Patrie de féliciter et encourager les acteurs régionaux et les parties prenantes de la mise en œuvre de ce projet et de les engager à rester vigilants pour le respect strict des délais avant l'installation de la saison pluvieuse. Et au Niger, lancement officiel du festival de la zone agro-pastorale FES-PAZAD dans la commune rurale de Ténia, région de Zinder, une initiative dédiée à la valorisation du monde rural. Compte rendu Mato Touraki. L'habilité des chefs traditionnels face à la problématique de l'agro-pastoralisme dans la partie centrale du Niger. Cet événement haut en couleur a su mobiliser autorités administratives, coutumières, religieuses, leaders communautaires, festivaliers et populations venues nombreuses pour célébrer le vivre ensemble. La cérémonie d'ouverture présidée par le ministre en charge de l'agriculture a été marquée par une forte symbolique d'unité nationale, suivie du défilé des différentes délégations. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations fraternelles et les encouragements de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, et de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui accorde une importance particulière à toute initiative visant à renforcer la paix, la cohésion sociale et la résilience de notre nation. Je voudrais lancer un appel solennel aux chefs traditionnels pour qu'ils continuent à jouer leur rôle de médiateur et de garant de la paix. Auparavant, l'administrateur délégué de Tanout et Tenhia Maman Awal, le préfet du département de Tanout, commissaire principal de police Moussa Suleiman, ont tous souligné l'adhésion croissante du public, signe de l'importance de cette manifestation. Intervenant le représentant du président du comité interrégional et le président du comité local d'organisation du FES-PAZAP, Iba Agali, ont rappelé que ce festival est une initiative qui vient à point nommé car le contexte actuel interpelle tous les acteurs pour qu'ensemble ils participent au développement de notre pays. Le premier responsable de la région, colonel Massalachi Mahaman Sani, a pour sa part formulé le vœu de voir ce festival se dérouler dans la fraternité et la convivialité avant de magnifier la région de Zinder pour son potentiel en termes d'unité bétail tropicale. Danse traditionnelle, chant, tandé, fantasia, engagé et démonstrations artistiques ont mis en lumière la richesse du patrimoine local tout en véhiculant des messages forts de tolérance et de cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Retour à l'actualité nationale avec la tenue de la première session du conseil d'administration du Fonds de solidarité de la presse. Dans un contexte de précarité du secteur, cette rencontre vise à renforcer les mécanismes d'appui et améliorer la gouvernance du fonds. Reportage Mamadou Fani. Dans un contexte de crise généralisée, le secteur de la presse doit aussi s'adapter aux besoins de sa corporation. La mise en place d'un fonds de solidarité de la presse, Fonds Presse, est une réponse aux nombreuses sollicitations des acteurs de la presse. Il s'agit à travers ces fonds de faire de la solidarité une force, d'où cette première session du conseil d'administration du Fonds Presse. Dans un contexte où les médias jouent un rôle essentiel, un rôle de veille démocratique, d'éducation citoyenne et de lutte permanente contre la désinformation, nous avions besoin d'un outil de solidarité. Cet outil, nous l'avons créé ensemble. Lancé en mai 2025, le Fonds de solidarité de la presse a pour mission d'améliorer les conditions des acteurs de la presse. Le Fonds Presse est une initiative portée par les professionnels eux-mêmes. Notre ambition est claire. Améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de la presse, réduire la précarité dans nos métiers et renforcer la résilience du secteur face aux différentes vulnérabilités auxquelles nous sommes confrontés.
Le Fonds Presse a une responsabilité majeure, aider à construire une presse plus libre, plus responsable, plus professionnelle et plus résiliente. Cette mission exige de nous de la rigueur, de la transparence et un sens élevé du service public. La présente session permettra de faire le point de la situation, d'analyser les difficultés et de dégager ensemble les grandes orientations pour 2026. Restitution publique des activités au titre de l'année 2025 de la mairie de Kalabankoro, un exercice de transparence et de redevabilité inscrit dans le cadre de la gestion des collectivités territoriales. Un reportage de Sidiki Diara. Dans la cour de la mairie de Kalabankoro, il s'agit d'un exercice de redevabilité, la session de restitution des activités menées en 2025, un cadre d'échange et de partage des résultats engagés et perspectives. Il offre également l'opportunité aux acteurs municipaux de se projeter dans l'avenir. Je crois qu'on a construit beaucoup de salles de classe, on a acheté des tables-bancs, on a fait beaucoup de fournitures, c'est-à-dire des fournitures au niveau des différents services techniques, notamment la sécurité et l'éducation. On a investi 385 millions sur fonds propres. Les habitants de la commune de Kalabankoro, sortis massivement pour la circonstance, n'ont pas caché leur joie. Toutefois, ils ont également fait une batterie de propositions en vue de parfaire le document présenté. Ce bilan, pour un départ, est satisfaisant, mais à améliorer. Et pour améliorer, c'est nous qui devons l'aider. Les chefs de quartier, les chefs de village. Éducation, santé, hydraulique, dans tous les domaines, et même sur le plan sécuritaire, on a vu que des actions ont été réalisées jusqu'à 60%. Certes, la planification était d'un budget de 14 milliards, mais ils ont pu mobiliser 8 milliards pour faire face, en tout cas, aux différentes activités pour satisfaire les besoins des populations. Et nous, autorités, vraiment, nous validons le bilan de l'agent chargé au titre de 2025. Devenue une rencontre incontournable, la restitution des activités de la mairie crée la confiance, la crédibilité, la redevabilité et la transparence dans la gestion des affaires de la commune. En Afrique de l'Ouest, la voix des jeunes femmes s'affirme davantage à travers le concours de West Africa Women Speaker Forum. 7 candidates issues de 7 pays ont défendu l'engagement politique féminin. Et bonne nouvelle, le Mali remporte la première place, suivi du Togo et de la Guinée. Compte rendu Adam Maïga. En 4 minutes et 15 secondes, 7 jeunes dames venues de 7 pays d'Afrique de l'Ouest tentent chacune de convaincre le public sur les thèmes de l'engagement politique des femmes, droits conquis ou devoirs oubliés. Sur scène, aucun détail n'échappe à la vigilance des membres du jury. Des éléments qui leur permettent de départager, différencier et classer les 7 candidates. Il y avait en tout 5 critères majeurs sous forme de rubriques. La première, c'était l'articulation, l'argumentation. La seconde, c'était l'occupation cinétique. La troisième, c'était la diction, l'intonation. Et enfin, l'élégance qui prend en compte la présentation physique de toutes les candidates. Sur le podium, après 30 minutes de prestation, le Mali remporte la première place, tandis que le Togo décroche la deuxième. La troisième place revient à la Guinée-Conakry. Depuis que j'ai vu l'annonce, il y avait 2 prix. Un prix pour la bourse et un autre prix pour l'ordinateur. Moi, je me suis dit, s'il s'agit d'ordinateur, j'ai déjà un ordinateur. Je me suis fixé un objectif et je me suis donné les moyens de les atteindre tout simplement. Et recevoir un prix est certes un honneur, mais c'est avant tout une responsabilité. Celle de continuer à faire entendre votre voix, comme l'a dit Madame l'ambassadrice. Et c'est là avec audace. C'est là pour inspirer d'autres jeunes filles à croire en leur potentiel et de mettre votre talent au service de vos différentes communautés et de notre continent surtout. Ce concours d'art oratoire est à sa 2e édition du programme WAWS, West Africa Women Speaker Forum. La lauréate du West Africa Women Speakers Forum bénéficie d'une bourse d'études de 6 mois nommée la bourse Jackie, s'il vous plaît, dont j'ai moi-même bénéficié, pour aller à Accra apprendre l'anglais. Tout frais payé.
Il y a le deuxième qui a un ordinateur, le troisième qui a un ordinateur et les autres ont des gadgets. Au-delà de la compétition, cette tribune se veut un tremplin pour une nouvelle génération de femmes leaders prêtes à faire entendre leur voix et à s'imposer dans les sphères de décision en Afrique de l'Ouest. La place du cinquantenaire vibrera du 24 au 30 avril 2026 au rythme du festival Bolola Barasougou, un événement dédié à la promotion de l'artisanat, des talents locaux et de la culture malienne, annonce faite lors d'une conférence de presse par les organisateurs. Mariam Koulibaly. Le festival Bolola Barasougou se veut un rendez-vous à la fois culturel et économique visant à promouvoir l'artisanat et le consommer local. L'initiative regroupe plusieurs associations et organisations artisanales et culturelles. Ce festival est un festival culturel qui va aussi promouvoir le consommé malien pour accompagner l'objectif de l'État pour que les produits maliens puissent être consommés au Mali. Donc il va falloir que les artisans et tous les transformatrices et transformateurs puissent montrer leur savoir-faire au monde entier. Du 24 au 30 avril 2026, la place du cinquantenaire se transformera ainsi en un véritable marché artisanal et culturel avec à la clé diverses créations en menuiserie, textile, maroquinerie et produits issus de la transformation agricole. Le thème retenu est valorisation des métiers et savoir-faire locaux pour une économie culturelle durable. Notre participation est d'amener nos femmes à exposer leur savoir-faire, surtout dans l'agroécologie, parce que ce sont des produits qui durent longtemps, qui ne nuisent à personne. Aux côtés de la créativité artisanale, se produiront également des artistes musiciens. L'événement reste ouvert à tous les artisans maliens. Le roi d'Umbalar, Youssou N'Dour, sera en concert live à Bamako le 25 avril à l'Hôtel de l'Amitié dans le cadre du Bal des Grands, un rendez-vous culturel majeur initié par Africa Scène. Les détails ont été donnés lors d'une conférence de presse. Mariam Koulibaly et Sambou Diakité y étaient pour ORTM 1. C'est une expérience exceptionnelle que le public bamakois s'apprête à vivre avec le Bal des Grands de Bamako, une initiative de Africa Scène autour d'un show inédit pour prouver au monde que le Mali est et demeure une terre d'accueil et de promotion culturelle. À travers ces actions, on montrera aux yeux du monde que ce pays est fréquentable, que cette destination est culturellement viable et que vraiment les gens peuvent se diriger vers nous. Donc c'est vraiment ça l'objectif de cette organisation-là, dédiée aux décideurs, aux entrepreneurs, aux opérateurs économiques et aux diplomates, en tout cas à toutes ces personnes-là qui n'ont pas l'occasion de sortir tous les jours. Pour ces tout premiers numéros, le choix est porté sur un poids lourd de la musique africaine et même planétaire. Youssou N'Dour, l'enfant de la Médina de Dakar. Youssou N'Dour est un artiste qui fait l'unanimité. On a fait en fait une analyse. Quels sont les artistes vraiment qui peuvent faire bouger ces gens-là, cette cible-là. Donc on s'est dit tout de suite que la personne qu'il faut, c'est Youssou N'Dour. Et c'est un artiste qui est vraiment mondialement connu. Et je pense qu'il fait la fierté de toute l'Afrique. Et ça me fait beaucoup plaisir en tant que Sénégalais vivant au Mali de savoir que notre ambassadeur, notre digne fils du pays, Youssou N'Dour, va venir prester au Mali. Voilà, ça prouve beaucoup de choses. Ça prouve qu'au Mali, le Mali est un pays fréquentable d'abord. Nous qui sommes là au Mali en tant que Sénégalais, ça peut rassurer nos frères et sœurs qui sont au Sénégal, qui sachent qu'ici à Bamako, il y a à faire. Et des grosses pointures comme Youssou N'Dour, quand ils viennent à Bamako, ça veut tout dire. La soirée qui se veut VIP se tiendra le 25 avril prochain sous forme dînatoire sur le terrain de golf de l'Hôtel de l'Amitié. Place à présent au sport avec Abdelkarim Kaba. Bonsoir Abdelkarim. Bonsoir Kadiatou Kone, bonsoir à tout le monde. Alors, cyclisme.
Revenons sur la deuxième édition du Grand Prix cycliste ORTM qui a été couru hier. Et oui, le Grand Prix a mobilisé de beau monde ce samedi sur le boulevard de l'Indépendance. Les supporters ont quitté des régions, les cercles et villages pour venir assister à ce spectacle. Voyons avec Moussa Diabaté les à côté et l'ambiance que ce Grand Prix a suscité hier samedi. L'ambiance est vive et monte encore plus au boulevard de l'Indépendance à la présentation des cyclistes préférés avant le top départ de ce Grand Prix cycliste ORTM 2026. Très enthousiaste. Les cyclistes, c'est une histoire qui est vraiment très capitale. Et aussi avoir l'idée d'organiser ça au nom de l'AES, donc c'est une chose qui regroupe la jeunesse. Le ton est donné par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Le peloton s'élance. Encore plus proche des cyclistes, un groupe de supporters venus de Niena, région de Sikasso, donne de la voix à son équipe. Nous avons quitté Niana pour assister à ce Grand Prix cycliste de l'ORTM. Nous sommes confiants pour nos cyclistes et on espère remporter ce Grand Prix. Ça saute de joie lorsque Daouda Djiré de l'équipe Ernest de Niana s'échappe des autres. On ne voulait pas manquer ce tour. Nous avons quitté notre village à Blédion pour soutenir nos cyclistes. Je suis très content et je souhaite qu'un Malien gagne la course. Ça pédale avec la même énergie. Certains abandonnent déjà après quelques tours du boulevard. Rien de grave. J'ai juste abandonné car j'ai pas assez de fonds. Sinon mon club continue et mes coéquipiers sont en bonne position. Les usagers patients cèdent la route et apprécient les passages des cyclistes. Vraiment, on doit les encourager. Ce sont nos jeunes frères. Surtout aujourd'hui, c'est le week-end. Et tout le monde sait que c'est une occasion pour ça. Et je pense que vraiment, c'est très bon. Et que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, ainsi de cela, que le meilleur gagne. Je suis très contente de voir ces tours dans mon quartier. Les cyclistes nous ont émerveillés aujourd'hui. Quand le peloton prend la direction de l'aéroport, les spectateurs du boulevard se concentrent sur l'écran géant en direct. Je suis quand même très satisfait, vraiment, la façon, d'abord par rapport à l'organisation et par rapport aussi à la prestation des coureurs. Et je crois que en tout cas, la fête s'annonce très bonne. Plus les niveaux montent, plus l'ambiance monte. Cette deuxième édition du Tour cycliste Grand Prix ORTM a pédalé pour la paix et l'unité. Voilà, Tiemogo Djamoutene est le vainqueur. Focus sur lui ce soir, Abdelkarim Kaba. Et oui, placé sous le thème pédaler pour la paix et l'unité, 99 cyclistes venus des 3 pays de la Confédération AES, de la Guinée et du Sénégal ont parcouru 130 km. Une compétition spectaculaire remportée par Tiemogo Djamoutene. Justement, partons à la découverte du parcours du vainqueur. Il s'agit bien de Tiemogo Djamoutene et c'est avec Famourou Djourti. Il est aujourd'hui l'un des visages les plus prometteurs du cyclisme malien. Tiemogo Djamoutene, sprinter explosif et champion du Mali en titre dans la catégorie élite, ne cesse d'impressionner par sa progression fulgurante et ses performances de haut niveau sur les routes africaines. Dernier fait d'armes en date, sa victoire éclatante lors de la 2e édition du Grand Prix cycliste ORTM à Bamako. Une consécration qui confirme le statut de ce jeune coureur désormais incontournable dans le peloton national. Depuis ses débuts en 2018, où il s'illustre pour la première fois lors d'un Grand Prix à Ségou, Tiemogo Djamoutene a franchi les étapes avec détermination. Travail, discipline et ambition ont jalonné son parcours, lui permettant de se hisser progressivement au sommet. Sa spécialité, le sprint, fait de lui un redoutable finisseur. Il entre dans l'histoire en devenant le premier Malien à remporter une étape du Tour du Faso après 60 ans d'attente, en s'imposant en 2024 lors de la dernière étape devant les autorités burkinabées, dont le président Ibrahim Traoré. Il récidive en 2025, confirmant sa régularité au plus haut niveau.
Ses performances dépassent les frontières nationales. En Côte d'Ivoire, il décroche 2 victoires d'étape en 2024 et 2025. Il s'impose également sur une étape du Tour du Togo, renforçant son image de sprinter africain de référence. Au-delà des compétitions, la Fédération malienne de cyclisme investit dans la progression de Tiemogo Diamouteni. En 2023, il bénéficie d'un stage de formation en France de 2 mois, prolongé de 3 mois supplémentaires, preuve de son potentiel reconnu à l'international. La même année, il enchaîne avec 1 mois et demi de formation au Rwanda avant de participer au Tour du Bénin. En 2024, il marque encore les esprits en Algérie où il devient le plus jeune coureur à briller lors des sprints intermédiaires. Son agenda reste chargé. Après le 12e Tour cycliste international du Mali prévu du 14 au 18 avril 2026, le jeune champion s'envolera de nouveau pour la France pour un stage de perfectionnement de 3 mois. Une nouvelle étape dans une carrière déjà riche mais qui ne fait que commencer. Voilà, les vainqueurs, Tiemogo Diamoutene, bonne chance à lui. Et félicitations encore à Tiemogo Diamoutene. Pour terminer, Abdelkarim Kaba, parlons à présent de fitness et cela à l'endroit des futurs pèlerins. C'était ce vendredi à la maison du Hadj. Oui, un exercice sportif pour mieux préparer les futurs pèlerins. C'est une initiative du ministère en charge des sports. L'événement a enregistré la présence des ministres en charge de la santé et des affaires religieuses. Brema Diallo et Moulay Sidibé ont assisté à cet exercice. Le bien-être en l'islam est l'un des facteurs majeurs dans l'accomplissement de certaines pratiques religieuses pour les musulmans. C'est la raison pour laquelle le département des affaires religieuses et du culte et le ministère des Sports ont initié cette séance de fitness dans la cour de la maison du Hadj. Les sportifs du jour, tout genre confondus, ont effectué quelques exercices de musculation et faire 3 tours du terrain avant de boucler par la récupération. Voilà, c'est pas un problème. On va la forcer. Ok, c'est bon? Ah, Aïna, tout le monde a placé la milieu là. Aïta, côté droit, on va faire. C'est bien, parfait. C'est bon? Comment ça va? Aïna, L'événement a pour but de mieux préparer les fidèles musulmans au pèlerinage conformément à la politique de l'État. Cette belle initiative a été faite aujourd'hui au niveau de la maison des Hajj au bénéfice des futurs pèlerins qui sont en formation ici pour un exercice sportif en fitness, pour les sensibiliser, toujours dire que le Hajj c'est un mouvement culturel mais aussi un mouvement mobile. Il leur dit toujours qu'il faut s'exercer avant le pèlerinage, car là-bas, à la Mecque, il n'y a que des courses, il n'y a que des mouvements. Le pèlerinage est un moment de dévotion, de prière, de recueillement. Et dans ce cadre-là, il faut aussi tenir compte de sa santé, parce qu'il y a beaucoup de mouvements à faire. Donc aujourd'hui, c'est le cadre pour rappeler cela et leur dire de temps en temps de penser à leur corps. Donc nous leur souhaitons vraiment un très bon Hajj, un Hajj réussi et vraiment de ne pas oublier dans leur prière le pays. Les initiateurs ont saisi l'occasion pour donner les conseils sur les bienfaits ou les avantages du sport de façon générale pour le corps humain. Une bonne initiative pour les futurs El Hajj. Et ce n'était pas certain pour beaucoup. Hein? Mais justement. Merci beaucoup Abdelkarim Kaba et bon début de semaine. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Nos grands-pères disaient que les tiges d'un même champ plient au vent mais ne se brisent pas ensemble. Juste pour nous rappeler que chacun peut vaciller face aux difficultés mais ensemble on résiste mieux aux épreuves sans céder. L'union devient ainsi une véritable force de stabilité et de résilience. Bon début de semaine à tous.